KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. La ranimée prit du temps, plus que l'autre fois. Lorsqu'elle revint à elle, somnolente et d'une blancheur absolue, il fallut la soutenir, la conduire à sa chambre, l'aider à s'étendre toute vêtue sur son lit. Quand ce fut terminé, Augustin renvoya la mère Rambaud auprès de celle qui ne devait pas veiller seule. Il revint dans la pensée qu'il n'avait pas autre chose à faire qu'être auprès de ce pauvre corps, comme s'il pouvait là, mieux qu'ailleurs, participer à ces réalités essentielles dont il vivait désormais. C'était une sorte de communication qu'il eut encore avec elle, un long ruban dont l'autre bout allait la rejoindre. Prier pour elle ? Des 3 personnes qui le pouvaient, sa sœur dormait, épuisée, la religieuse et la mère Rambaud veillaient auprès du petit mort. Et sur ses lèvres à lui, quel sens aurait le De profundis ? C'était lui, le loin de Dieu, le privé de lumière, le vrai mort. C'est lui qui criait dans les profondeurs. C'était pour lui, non pour sa mère, qu'il devait demander à Dieu de ne point observer de trop près les iniquités des hommes, de peur que personne ne pût soutenir. Il sursauta. Quelqu'un cherchait à forcer la fenêtre. La peur qu'il avait cru laisser de l'autre côté de la maison revint. Elle l'immobilisa, lui rida la peau du dos, l'habita jusqu'aux moelles. On trouvait quelque chose comme cela dans la Bible. Il ne savait où. Comment avait-il osé mordre le drap et le traversin ? En ce moment, il n'eût pas pu à cause de sa peur. Puis il comprit. La fenêtre était entr'ouverte pour faire partir la chaleur du poêle, incommode dans la chambre d'un mort. Le vent traversait les volets clos et ébranlait cette fenêtre. Ces grands vents du midi enveloppaient la maison, la poussaient avec une vaste force molle. Toutes les neiges devaient ruisseler sur un grand nombre de jardins noirs. Mais toute autre chose eût été mise à profit par sa dépression nerveuse. Au-delà, pour le regarder, faisait choix d'un visage, les traits en train de rajeunir, de cette morte. La couche d'air où elle avait rendu le dernier soupir restait encore dans la chambre. Cet air expiré, peut-être l'aspirait-il en cette minute même ? Il finissait par se faire de sa mère une conception déchirante et enfantine. Il l'imaginait rejetée au pays de grande désolation, de mutisme, de nuit, de gravité éternelle. Elle était tyrannisée, refoulée de force dans sa petite chambre sous la terre, et elle continuait d'une façon très mystérieuse d'y sentir et d'y souffrir sans parole. D'où venait cette étrange absence de domination sur lui-même ? De sa fatigue infinie ? De ces vents fous autour de ce silence ? De sa solitude ? Il comprit le mot de la bonne sœur. Une religieuse ne doit pas rester seule à veiller les morts. Certes, solitaire, bien sûr, il l'était. Si le face-à-face avec Dieu est le rapport essentiel, sans Dieu, tout est solitude. Dès qu'on a compris tout cela, tout ce qui n'est pas lui vous laisse radicalement, incurablement solitaire. Il eût été partout, dans les foules, dans les grands bonheurs, sous tous les bouillonnements de la vie, dans l'ignorance même de cette solitude. La mort ne faisait pas la mettre en lumière, mais elle existait avant. Elle était consubstantielle à l'être. Le bruit de sa toux peuplait la chambre. Il devait être entre 4 et 5 heures du matin. On ne pouvait pas savoir. Aucune montre n'était montée, ni aucune pendule. On avait tout oublié. Il évaluait au jugé à la quantité de nuit qui avait passé. Il sortit pour aller chercher son manteau. Christine, qui venait de se relever, se trouvait dans la salle à manger avec la mère Rambaud. « Je viens voir si on n'a pas besoin de moi par ici. L'autre peut bien veiller toute seule un quart d'heure.
Ça ne lui fera pas tourner les sangs, dit-elle, avec cette familiarité des petites gens pour les sœurs, en qui ils sentent leur propre classe sociale et un genre de vie d'une dureté semblable. Il fut convenu qu'il irait se coucher à son tour jusqu'au matin. La mère Rambaud et la religieuse veilleraient dans la chambre de la morte. Christine s'en irait près de son enfant. « Il faudra bien les réunir ici ou là-bas », dit sa voix calme de rêve. « Nous ne pouvons séparer ainsi nos affections. » Dans sa triste chambre où aucun volet n'était mis, Augustin put voir entrer par la fenêtre le commencement du petit matin. En allant ouvrir, une poussière d'eau l'effleura, frange extrême du plein fouet des pluies. Il resta quelque temps à goûter leur parfum élémentaire, calmant, comme tout ce qui, dans l'être, se classe assez au-dessous de la conscience. Les végétaux, les minéraux, les neiges, des brouillards volumineux et bas fuyaient. D'obliques pluies sifflantes occupaient le ciel gris fumé. Il fut entendu qu'on retarderait les obsèques. Les 2 cérémonies se feraient ensemble, le mardi matin, sous un seul catafalque. Naturellement, l'office serait celui de l'enterrement des adultes. L'Église, expliqua le curé, ne prie pas pour les petits-enfants, mais se réjouit de leur entrée au ciel. En passant devant la poste, Augustin téléphona au Sablon. C'était un devoir. Que ce fût aussi un trouble violent, une compensation ardente et désespérée, il n'y pouvait rien. Apprenant que madame et mademoiselle étaient attendues pour aujourd'hui, il décida de télégraphier. Comme il achevait d'écrire l'adresse bien-aimée, le mot de sa mère lui revint. « Prends une jeune fille simple et pieuse. » Il était à jamais trop tard pour lui expliquer. La neige fondante ruisselait sur les rues. Augustin marchait, comme l'avant-veille, dans la même boue noire éclaboussante. La mise en bière eut lieu le lundi soir. La jeunesse habituelle de la mort lissait le visage de sa mère, et sa sérénité atteignait le début du sourire. Elle vivait d'une douce vie fantastique, dont les couleurs normales eussent été le blanc et le violet pâle. Ces couleurs ne semblaient pas provenir des tissus, ni des rémissions musculaires, mais d'une sorte de sensibilité mélancoliquement heureuse qui eût constitué l'état normal et provisoire des âmes dans les premiers jours de leur autre vie. Autour du chapelet sur lequel gauchissaient ses doigts, Christine avait disposé des plantes vertes, comme lui-même pour l'enfant. La bonne sœur avançait, reculait, inclinait la tête, clignait des yeux, cherchait pour mieux voir la bonne position et la meilleure distance. L'ayant trouvée, elle dit « Ah, c'est une belle morte !» Lorsqu'entrèrent les hommes, on retrouva Christine affaissée auprès de son enfant. Comme 2 jours auparavant, un bras passé autour du petit cercueil, la tête tombant sur la poitrine, broyée et buvant aux plus épaisses lits. Augustin la releva avec douceur. On mit les 2 cercueils l'un près de l'autre, comme Christine avait demandé. Quand il revint, dans cette chambre livrée au désordre post-mortuaire, Augustin vit l'armoire ouverte et le poids du corps encore inscrit sur les draps. Il s'assit sur le prie-dieu entre les battants de l'armoire, noyé en une inondation de sanglots. Ces suprêmes paroles murmuraient encore parmi ses misérables derniers souffles. Et c'était exactement à 5 pas. La mort n'est rien. Nous serons tous réunis dans la vue de Dieu. Tu verras. Il pleurait en un bouillonnement de rage et de sérénité. Puis ce paroxysme passa, comme ils le font tous. Il se retrouva, humant l'odeur de l'armoire, un parfum de lavande et d'autres odeurs sorties d'anciens sachets. En se relevant, le tiroir ouvert heurta sa tête et lui fit mal. De vieilles lettres y étaient classées, écrites par des tantes depuis longtemps mortes, parlant d'un projet de mariage concernant des cousines qu'il ne se rappelait même plus. D'autres lettres d'une calligraphie enfantine s'étalaient sur du papier à fleurs pour anniversaire. Il y en avait de lui, de Christine, de ses frères et sœurs morts ou partis, en paquets, sous des liens blancs.
La douleur de sa tête traversait leur lecture. Il découvrit une photographie de sa mère, 16 ans peut-être, un petit visage rural, virginal et farouche. Son père l'avait-il jamais connu ainsi ? Au dos, la photographie portait Marguerite Gerfaut, enfant de Marie, couvent des Ursulines, Mauriac, Cantal, numéro 79. Pour retrouver des traits pareils, aussi ronds, aussi lisses, il fallait se rappeler son visage d'avant la mise en bière et le terrifiant rajeunissement de la mort. Il trouva aussi un instantané de son père pris par un collègue, ce qui expliquait qu'il n'en eût jamais reçu le double. L'affaiblissement des derniers mois s'y lisait sur les traits, les yeux, le sourire au coin tombant. Toute la nuit en wagon ressuscita. Cette nuit d'il y avait près de 20 ans, quand il avait senti au moment des plus atroces doutes sa détresse soutenue et comme prise en main, il croyait se rappeler par le seul désir d'un souverain secours. Au moins, était-ce bien ainsi ? Il fouillait avec opiniâtreté sa mémoire. Ce devait bien être ainsi. Mais il fallait se défier de la mémoire. Peut-être ne faisait-il que reculer dans le passé le désir des minutes présentes, tellement se trouvaient semblables ce présent et ce passé. Ces deux parents partis, le même voile sur les ultimes destinées, le même voile et les mêmes désirs. Quelque chose de plein et d'éternel pleurait gravement dans son cœur. Ah, tenez, nul ne sait, nul ne peut dire, nulle véritable certitude ne passe, celle de la petite chanson. Nous nous en irons tous, la désirée, la rose au bois, nous nous en irons tous. Pour la nuit, il eut autant de docilité que Christine en avait montré la veille. Épuisé, il toussait et tremblait. Il prit du sirop acheté à cause du désir de sa mère. La vieille Rambaud chauffa son lit. Une lourde dose de soporifique l'assomma et le fit dormir. Une forme de douleur officielle et glacée régna le lendemain, dès les premiers pas hors de la chambre. Madame Boudet, déjà venue, circulait affairée et silencieuse. La pauvre femme avait rendu service après tout. Il avait été injuste pour elle, ainsi qu'on l'est toujours plus ou moins avec tout le monde. Comme il croisait la petite femme noire sur le palier, il lui prit la main et lui dit merci. La mère Rambaud était là aussi. Des formants d'œil commençaient de monter les escaliers. Une solide pluie continue s'était installée pour la journée. Il rejoignit, dans la chambre de cercueil, la grande statue noire qu'était Christine. Pendant la cérémonie, étourdi de fatigue et de soporifique, il se vit séparé de Christine par l'assez stupide protocole des funérailles. Confiné avec les femmes, des amis, des collègues l'entouraient. Lui, connaissant moins de monde, tout seul sur le banc de devant, se levait ou s'asseyait automatiquement selon les moments de la messe. Ainsi se traduisait pour chacun d'eux, d'une manière différente, leur absence de parents et leur vie de fonctionnaire sans racines. Il se rappela soudain, mais trop tard, la fameuse phrase de la préface des morts. Vita mutatur, non tolitur. Quand l'officiant l'avait-il dite ? Il n'eût pu d'ailleurs l'entendre passer, même s'il avait fait attention. La sombre splendeur des musiques religieuses frôlait, sans la pénétrer, sa torpeur accablée. Le plein champ mollissait, s'émoussait contre elle, devenait pareil au ronflement des grands vents. À l'absoute, il vit bien plus de monde qu'il n'eût pensé, bien plus que n'eût laissé croire la vie lointaine et dédaigneuse qu'il avait menée après ses grands concours. Quelques-unes de ces figures lui étaient connues, pleines ou maigres, avec la forme habituelle et les plis de leur visage, leurs cheveux ou leur calvitie, leurs préoccupations de tous les jours, un certain reflet de leur métier. Le formalisme de ses sympathies ne laissait pas de lui faire quelques vagues plaisirs. Le nombre d'hommes qui passèrent devant lui fut moindre que celui des femmes pour Christine. Quelques silhouettes traversèrent sa distraction écrasée. Madame Marguillier,
l'honnête et courtaud de Marie-Louise, d'autres encore sur lesquels il ne put mettre le nom juste. Vers le milieu du défilé, 2 dames, qui venaient de saluer Christine, se détachèrent du groupe des femmes et vinrent à lui. Il les vit et ce fut la première éclaircie de lumière et un terrible bouleversement de son cœur. Il vit sa haute ligne fine, son pur et sérieux visage, tout ardeur et piété. Elle lui donna la main la première, devançant sa tante, avec une douceur, une lenteur qui le firent éclater en sanglants fous, réprimés avec la maîtrise qu'il avait toujours sur ses gestes. C'étaient des sanglots de bonheur et d'amertume. Elle était là. Il la revoyait enfin, après toute la longue histoire de ces 12 terribles jours. Les 2 morceaux de sa vie, ou de ce qui en restait, allaient pouvoir se rejoindre, s'abouter par-dessus la mort. Une gratitude humble et éperdue, pas à la mesure de la terre, lui sembla monter jusqu'à Dieu, visible à travers le bonheur plus qu'à travers la mort. Pendant le voyage au cimetière, il expérimenta cette nouvelle forme de la douleur heureuse. Tous ses scrupules étaient anéantis par la présence dévorante. Il souffrit désespérément que sa mère ne l'eût pas connu. Quand il serrait les mâchoires, c'était de cela. Prends une jeune fille pieuse et simple. Elle l'était, et de plus, une profondeur de richesse morale, une splendeur de grâce, le feu d'une passion infinie et toutes les prises d'un consumant amour. Heureusement qu'on entoure Christine, pensait-il. Lui était tout seul, juste à l'arrière du corbillard. Au ralentissement, le groupe suivant marchait sur ses talons. Il entendait des fragments de conversation tout à fait ordinaires, comme ceux qui parsèment les salles d'attente, les cafés, les bureaux de tabac. Il en surprit un qu'on cherchait à étouffer. La Marie-Louise, la fameuse Marie-Louise, ça ne ferait pas un vilain mariage, moins que l'autre, évidemment. La pluie compacte et permanente battait les parapluies. Il marchait comme dans 2 éponges, avec sa continuelle envie de tousser et le sang à la tête. À la porte du cimetière, le dernier tas de neige amassé par les boueux, noirci, sableux, était en train de fondre contre les pieds du droit portail. 10 ou 12 longs cyprès pliaient d'une seule ligne sous les coups de vent, en subite courbe sifflante. Les feuilles restant sur les platanes s'éparpillaient du côté des voitures. La pluie ruisselait sur les fleurs artificielles et les tas de terre. Elle giflait les basaltes bleus et les granites polis des grands caveaux. Augustin rejoignit Christine et se tint auprès d'elle quand on descendit le petit cercueil au-dessus de l'autre. Malgré le maître des cérémonies, il fut auprès d'elle aussi pour le défilé. Sous les opaques plis droits du crêpe, il l'aperçut comme il l'avait déjà vue, livide, inerte et les yeux clos. Il craignit un instant qu'elle ne s'évanouît comme elle avait fait par 2 fois à la maison. Mais la pauvre femme allait tenir jusqu'au bout. Il serra des mains, dit « Merci ». Et puis, il les revit, toutes les 2. On les saluait, sous les parapluies, avec un respect discret, non exempt de coups d'œil obliques et d'une chuchotante curiosité. Madame Desgrès et Sablon parla la première, souverainement insoucieuse de ce que des personnes à côté puissent entendre. Dès que vous le pourrez, dès que votre chagrin vous le permettra, venez, n'est-ce pas, vous et votre sœur. Comme je voudrais que l'amitié pût vous consoler. Mais il y fit moins attention. Il venait de recueillir en plein cœur, de celle qui n'avait pas parlé, un sombre et fraternel regard, ce qui lui fit une seconde fermer les yeux, comme aux plus émouvantes minutes heureuses. Avertie du sentiment de son frère, Christine eut peut-être une vague lueur de reconnaissance, bien qu'aucune parole ne parût pouvoir traverser une pareille épaisseur de deuil. Quand tout fut fini,
et qu'avec Christine, Augustin s'approcha du vieux landau fossile qui devait les reconduire. Les deux dames les regardaient de loin. Elles semblaient les avoir attendus l'un et l'autre, désiraient peut-être leur parler. Il vit leur longue voiture les emporter sous la pluie. Comme ils rentraient chez eux, dans ce désert des retours d'enterrement, les femmes d'ouvrage commençaient de balayer et ranger, tant Madame Boudet dont le service cessait, que la mère Rambaud qui conservait le sien. Christine les embrassa l'une après l'autre. Puis ses yeux, sortant de sous le voile, se fixèrent attentivement sur Augustin. « Tu ne vas pas bien. Couche-toi, laisse-moi te soigner. » Qu'elle oublia ainsi sa propre douleur, et que ce fut là sa première parole. Il en fut touché profondément. Il se sentait épuisé, en effet, jusqu'à la limite de ses forces. Dans sa chambre, pour quitter ses chaussures et ses bas, il se baissa devant sa table de toilette. En cette position, il fut surpris par un accès de toux très particulier, plus déchirant que les autres, et en outre foisonnant et asphyxiant, comme s'il avait avalé de travers. Sa bouche se trouva pleine d'un liquide chaud ayant le goût d'une cuillère en fer. Ses joues se gonflèrent, le flot grossit. Il serra les lèvres pour le garder jusqu'à la cuvette. Il dégorgea à plusieurs reprises un beau sang vermeil, dont il y avait bien en tout 2 verres, ce qui lui causa une grande stupeur. Il pensa à prendre son verre à dents, à se laver la bouche. L'eau glacée fit disparaître ce goût de sang chaud qui l'écœurait. Chapitre 8. Sacrificium vespertinum. Cloche de gloire et d'hymen. 2 faits parurent à Augustin des plus étranges dans son étrange nouvel état. Le premier fut que les affreux jours dont il sortait à peine lui semblèrent recommencer. Leurs détails revinrent un à un. Il les reconnaissait au passage. En sa propre chambre à lui, Augustin, en face du lit où on le maintenait, le fumiste vint installer le poêle à bois des maladies, comme il l'avait installé pour sa mère. Dans le tablier de la cheminée, à grand bruit douloureux, il inséra une lame percée d'un orifice rond. Le vernis bleu du petit poêle recommença de luire. Christine laissait la fenêtre ouverte, exactement comme il l'avait fait lui-même, et il retrouvait le même mélange de chaleur douce et de filets de vent. Des bols de ce perpétuel lait de malade apparurent aussi dans les mains de Christine, entre ses 2 mains à lui sur sa table de nuit, exactement comme pour sa mère. Mais on lui présentait ce lait froid, presque glacé. Fallait-il accuser la mort de manque d'imagination, ou d'une intention positive de monotonie? Peut-être désirait-elle être reconnue à la répétition des procédés, d'une ressemblance ténébreuse, plus mystérieuse que la parenté, le liait-elle à la pauvre morte? Cette hypothèse le visitait de préférence à la tombée du jour, plus propre sans doute à meubler les insomnies de ses premières nuits. Le passage de la lampe à la veilleuse était pour sa pensée une crise. Elle le lançait en plein songe. Psychisme de station couchée, se disait-il, psychisme de fatigue et de nuit. Cette forme de vie, si inattendue, prolongeait tellement les dernières semaines de sa mère, qu'en ces mornes soirs désœuvrés, il n'aurait pu dire à quel relais se placer dans le cours des jours, à quel cran faire sa mise au point. Dissociées, disjointes, ses idées réfléchies coulaient comme des petits noyaux au fil liquide des rêves. Les événements précédents revenaient. Les dernières respirations de la mourante, le fantastique des neiges, la photographie de Marguerite Gerfaut, enfant de Marie, et la misérable forme de sa sœur prostrée dont il voyait les 2 semelles. Il surprenait l'impulsion subite d'aller porter son lait à la pauvre malade. Il ne savait presque plus, d'elle ou de lui, qui était vivant, qui était mort. « J'ai une bonne santé mentale, pensait-il, heureusement. » Le second fait qui le frappa fut ce regard de médecin, amical, appuyé, rieur, tout semblable à ceux qu'il se rappelait fort bien avoir déjà subis sur le palier. Il venait d'entendre, discret, heurtant la seule poitrine, les petits coups rituels frappés par une main sur les phalanges de l'autre. La figure du médecin se levait d'une auscultation soigneuse et lente.
Elle était encore un peu rouge de s'être baissée. « Ce que vous avez ? Oh, un petit trouble pulmonaire. Nous en reparlerons dans quelques jours quand vous serez mieux. Vous pouvez bien attendre ce peu de temps, non ? » Il subit ainsi 2 ou 3 visites mystérieuses et gardées. Qu'y aurait-il au bout de ces quelques jours, lorsque prendrait fin cette station étendue que le médecin lui imposait ? Son lever ou l'ajournement de la vie verticale ? L'incertitude qui lui agaçait et rongeait autrefois, autant des vouloirs durs l'amollissaient de faiblesse. Psychologie couchée, se répétait-il. En réalité, désir de repos laissé par tant de nuits, conscience d'une fatigue immense, adhérence passive et épuisée des membres au drap, goût du lit, enfin ce qu'il fallait pour qu'en un corps dont tout sentiment de pesanteur était parti, la fièvre pût trembler à petits bouillons imperceptibles. Elle s'arrêtait vers le milieu de la nuit. Augustin sentait le froid des sueurs. Christine lui passait un gilet de flanelle étalé à cet effet devant le poêle. C'est pour cela qu'il acceptait la veilleuse. À de certains moments privilégiés des heures noires, le poids qui l'accablait quittait sa proie, le libérait, s'élevait brusquement de son cœur. Sans raison. Par le plus gratuit des coups d'aile, même les choses le sentaient. Les couvertures se faisaient tièdes et légères, l'édredon devenait ami. Une certaine douceur connue, attendue, descendait sur lui, l'enveloppait, l'emportait loin de la chambre et de toute souffrance. Il avait le choix entre les images heureuses. Tantôt, c'était la valse de l'adieu, lorsque Anne tournait les pages de la musique, et qu'invisible lui-même, il s'enivrait librement de la voir en cette pénombre rose, ou bien il la reconduisait à son bras, cachant le bondissement des plus folles joies. Ou bien encore, il recevait en plein cœur son pur et douloureux regard, et se jetait à genoux dans la boue du cimetière, ivre de gratitude, de deuil et de remords. Elle n'avait jamais cessé d'être auprès de lui, quoiqu'il se languît d'elle jusqu'aux frénésies. Il ne savait au juste, dans cette fluidité nocturne, quand s'effaçaient les images de la veille, quand commençaient celles des songes. Il ne faisait que changer ses manières de la voir, les beaux dialogues ardents qu'il conduisait avec elle dans la solitude de la nuit. Au matin, tout était fort différent. Vers 9 ou 10 heures, bien reposé, la tête à plat sur son lit, tout son courrier sur ses genoux, le monde redevenait pour lui solide, pourvu d'angles et froid. Des pensées à la fois nettes et très arbitraires le visitaient incessamment, baigné dans une préoccupation constante, aiguë ou mousse, coupante ou ouatée, à des degrés divers de domination et de contrôle, et dont il se surprenait parfois à trembler. Il comptait le nombre des jours et devançait la convalescence. Il encerclait d'hypothèses méthodiques l'incertitude. Jamais il n'avait souffert de bronchite pareille. Pneumonie ? Congestion ? Il se perdait dans les catégories pulmonaires. Une chose le rassurait. Il allait mieux. Vermeil pendant les premières 24 heures. Les crachements s'étaient fait noirâtres, puis rouille. Puis toute couleur inquiétante avait cessé. Il pouvait s'adosser à l'oreiller. Il commençait de voir clair dans ses projets et ses espérances. Il désirait Anne, hors des images désormais, d'un cœur positif, reposé et brûlant. La boîte de papier à lettres était là, attendant qu'il sût avec précision ce qu'il devait écrire. Puis, il se rejetait soudain dans son oreiller, brisé d'inquiétude. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.